Législative partielle 2025 Français d'Espagne, du Portugal et de Monaco. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.presse. Le 11 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a démissionné d'office Stéphane Vojetta de son mandat de député et prononcé son inéligibilité pour une durée d'1 an. Il s'en était expliqué sur nos antennes. Une nouvelle élection législative va donc être organisée pour la 5e circonscription des Français de l'étranger qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Les partis politiques sont actuellement en train de désigner leurs candidats. Pour les Républicains, pour les LR, c'est Christophe Souget de Funès qui a été investi. Il est aujourd'hui notre invité pour lesfrançais.presse. Bonjour Christophe Souget de Funès. Bonjour Monsieur Hutin. Alors je sais pas si vous aviez prévu de prendre des vacances, mais votre agenda a sans doute été quelque peu chamboulé. Avant toute chose, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs? Vous avez été consul honoraire pour la région de Séville, mais pourriez-vous aussi nous parler de vos autres activités? Bien sûr, alors mon parcours est assez typique d'une personne qui vient en théorie étudier quelques mois dans la péninsule ibérique et puis qui s'y retrouve après 30 années plus tard, marié avec une Espagnole, avec des enfants franco-espagnols, donc c'est un cas de figure qui se reproduit fréquemment. Et ça fait donc 38 ans que je suis installé ici, entrepreneur à Madrid, à Séville. Je suis spécialisé dans la reprise de PME. J'ai également dans le lancement et la création de start-up, qui m'a permis bien évidemment de bien comprendre les défis des entrepreneurs français à l'étranger. Parallèlement à tout ça, je me suis rapproché de la Chambre de commerce où j'ai été membre et administrateur, membre du conseil d'administration pendant près de 27 ans. J'ai fondé présidé d'ailleurs la délégation de la CCI en Andalousie occidentale à Séville depuis 2017. J'ai été membre du conseil de Dialogo, amitié à l'amitié franco-hispano-française, franco-espagnole. J'ai également été conseiller du commerce extérieur. J'ai été en contact étroit avec les principaux responsables des multiples associations qui structurent et qui sont vraiment l'épine dorsale de la communauté française au Portugal, en France, à Monaco, en Andorre. Et puis effectivement, mi-2019 plutôt, à l'issue de la fermeture du consulat général de France qu'il y avait à Séville, après près de 100 ans de présence diplomatique sur place, j'ai été le premier consul honoraire nommé avec quelques complications, puisque lors de ma nomination, l'ambassadeur, à l'époque, avait déclaré à la presse que le consul honoraire allait faire exactement la même chose que ce que faisaient les consuls généraux à l'époque. Donc, il a mis la barre très haut et effectivement, ça a été extrêmement dense avec plusieurs milliers d'urgences à traiter pendant 5 ans, avec plus de 10 commissions de bourse, organiser bien évidemment des scrutins et puis soutenir des milliers de familles, d'entrepreneurs, d'artistes, parce qu'il a eu bien évidemment les différentes crises qui nous ont touchés, aussi bien en Andalousie que la crise mondiale de la Covid, puis après la reprise qu'il a fallu soutenir. Alors j'ai eu la chance d'être en contact étroit avec la communauté française qui est très dense en Andalousie occidentale, et on a pu constater que progressivement, l'indice de satisfaction, qui était relativement bas lors de la fermeture du consulat général, est monté et s'est situé parmi les plus hauts en Espagne de l'agence consulaire de France de Séville. Donc ça a été extrêmement gratifiant pour moi. Voilà. Et puis en dernier point pour me présenter, je souhaite également citer quelque chose qui est très important pour moi, c'est être membre de la réserve citoyenne du ministère des Armées avec le grade de commandant et avec un lien très très étroit avec nos militaires, avec nos gendarmes, nos policiers à qui je souhaite rendre un hommage pour leur engagement au quotidien auprès de nos citoyens. Vous portez donc l'étiquette Les Républicains, tandis que l'une de vos principales concurrentes représente le bloc central. Pourtant, vos partis respectifs gouvernent ensemble à l'Assemblée nationale. Comment allez-vous expliquer aux électeurs que vous n'êtes pas rassemblés pour cette élection? Est-ce que l'union ministérielle à Paris n'est qu'une façade finalement? Écoutez, moi, là, pour ce point, une petite réflexion. Moi, je veux reprendre les déclarations de notre président, Bruno Retailleau, avec lesquelles je m'identifie complètement. Comme lui, je n'ai jamais été macroniste.
J'ai jamais jamais appuyé ce gouvernement. J'ai été gaulliste, comme lui, de toujours, membre du RPR depuis le jour de mes 18 ans, puis membre de l'UMP, puis membre des Républicains maintenant. Nous constatons clairement la fin du macronisme, et tous les indicateurs sont clairement dans le rouge. Et le moment est venu d'entrer en action, le moment est d'agir. Ces élections nous permettent d'émettre un choix dès maintenant, dans quelques semaines, et ma candidature, c'est avant tout un mot qui sort du cœur et qui sort malheureusement de beaucoup d'esprits de nos concitoyens, c'est pas un député de plus pour Macron. Alors la LR est très présent durant les trois scrutins qui sont convoqués dans les 3 circonscriptions. Bien sûr, avec Michel Barnier à Paris, avec Bernard Pécou dans le Tarn-et-Garonne, et avec moi pour les Français de l'étranger, de l'Espagne, du Portugal, de Monaco et Andorre. Alors, vous parliez de la candidate macroniste. On a bien compris à l'évidence que elle est clairement une gauchiste déclarée. Elle l'a dit sur votre antenne. Moi, j'incarne autre chose. Je défends une vision de droite assumée, non complexée. Je prône la réduction de la dépense publique, je prône la valorisation du travail et mes valeurs s'appuient sur une ligne beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus basée sur l'autorité, sur le renforcement de l'ordre, de la sécurité, de notre défense et puis l'identité nationale de notre pays. Donc vous voyez, on est bien différents l'un de l'autre et on a un positionnement qui est, à mon sens, très clair et surtout souhaité, dans mon cas, par les électeurs. Vous faites le lien avec la question que j'avais envie de vous poser en parlant de réduction de la dépense publique. En tout cas, le prédécesseur dans cette circonscription, Stéphane Vojetta, avait été très critique sur la sincérité du budget de la France. Qu'est-ce que vous feriez de mieux que Stéphane Vojetta dans cette circonscription en nous donnant quelques exemples? Écoutez, là, d'abord, première chose, rappeler que nul n'est au-dessus des lois. Le Conseil constitutionnel a tranché. Le député démis d'office n'est pas rééligible. Il ne se présentera pas. Partant du constat qu'il ne va pas être présent durant ces élections, j'ai pas vraiment à m'opposer ni à mettre d'opinion sur ce qu'il a fait ou ce qu'il aurait dû faire. Moi, ce que je veux, c'est parler du futur, parler de la campagne, parler de notre candidature, parler éventuellement des éventuelles carences des candidatures qu'on a en face de nous. Et pour moi, ce que je veux, c'est surtout me différencier par rapport à la candidate du macronisme. D'ailleurs, je m'étonne beaucoup des méthodes qui consistent à présenter une candidate éphémère, une candidate qui elle-même reconnaissait qu'elle ne serait là que d'une manière pro-tempore pour garder la chaise et la place au chaud, dans une sorte de jeu de fauteuil un peu surprenant qu'on a déjà vu d'ailleurs par ailleurs dans d'autres pays où certaines personnalités s'échangent les sièges l'un après l'autre. Donc là, très sincèrement, moi, c'est pas ma conception de la politique, c'est pas ma vision. Moi, je me présente pour m'engager pleinement sur le court terme, bien évidemment, mais aussi sur le long terme. Et la grosse différence, puisque vous me posiez la question par rapport à ce que j'aurais fait, moi, je souhaite dire ce que je ferais concrètement par rapport à la députée, ou tout au moins à la candidate macroniste de gauche, c'est que moi, je siégerai au groupe LR et non pas au groupe de M. Attal, qui, rappelons-le, est lui aussi un ancien socialiste et qui a été appuyé par le député démis d'office depuis les dernières élections. Moi, mes priorités, c'est bien évidemment la politique, et j'en ai parlé avant, et surtout donner priorité aux Français d'étrangers, soit de notre circonscription, les Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco. Sans entrer dans le détail du programme, quelle est selon vous la proposition phare que vous souhaitez porter pour nos compatriotes de votre circonscription? Oui, il y a plusieurs sujets, bien évidemment. Il y en a. On les détaillera un petit peu plus en avant, dès la mi-août et début septembre. Mais en fait, il y a des sujets qui sont vraiment au cœur du problème. C'est d'abord le grand sujet de la déscolarisation. C'est pas l'intérêt des parents, c'est pas l'intérêt des enfants, c'est pas l'intérêt de la France, qui rayonne aussi par ses lycées, que d'avoir des critères d'exclusion aussi importants au niveau de l'attribution de bourses. J'ai assisté à plus de 10 commissions de bourses et on a vu des cas, et j'ai vu des cas absolument dramatiques, avec des personnes qui, pour le simple fait d'être propriétaire d'une résidence principale,
se voyaient dans l'obligation de retirer 2, 3 enfants des lycées français. Et c'est aussi le cas, bien sûr, en Espagne et puis au Portugal, où il n'y a pas d'existence de lycées comme en Andalousie, Bachibac, qui serait à moindre coût. Donc, il faut travailler en profondeur sur les critères d'attribution des bourses. J'ai vu combien des millions d'euros repartaient à Paris pour non-attribution de bourses et des personnes qui étaient extrêmement frustrées parce qu'elles n'avaient pas ce dont elles avaient réellement besoin. Et ça, c'est insupportable. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Et puis, c'est pas du tout l'intérêt de la France. Donc, après, on a des sujets phares. C'est vrai que la dématérialisation des demandes de titres est cruciale. Rappelons que les Britanniques demandent leur passeport par Internet depuis 2014. Ça fait 11 ans qu'ils ont ça. Et ça fonctionne tellement bien que la procédure est généralisée, aussi bien pour les Britanniques qui vivent hors de leur pays que des sujets qui sont directement sur place. Donc là, je crois que c'est un travail qui est très intéressant, qui est en cours d'être en test, mais c'est en test depuis des années. Il faut voir un petit peu si ça évolue. Maintenant, le sujet du passeport n'est pas le vrai sujet. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'un passeport quand vous allez aller loin, quand vous allez aller en Océanie, aux Amériques ou en Afrique. Celui qui va loin a généralement bien moins de difficultés pour aller demander son passeport, qui en plus coûte très cher. Donc, le véritable sujet que moi j'ai vu, c'est des cas absolument dramatiques de personnes qui ne peuvent pas demander une aide sociale au gouvernement autonome duquel ils dépendent parce que ils n'ont pas la carte d'identité de leur fils mineur. Ils ont besoin de 500, 600 euros par mois d'aide et il faut aller à Madrid, un parent plus un enfant, 2 jours pour demander une carte nationale d'identité. Même chose avec les retraités, même chose avec les personnes qui sont en situation proche de l'extrême difficulté. Donc là, il y a quelque chose et un vrai travail à faire pour rapprocher et pour permettre aux personnes de pouvoir obtenir beaucoup plus facilement la carte d'identité qui, elle, est cruciale. Donc, à mon sens, il faut travailler sur ces axes. Après, il y a d'autres sujets, bien sûr, comme les soutiens aux victimes, comme les personnalités... on les a vus aller sur les différents théâtres d'opération, comme ce qui s'est passé à Valence, etc. Mais là, il y a beaucoup de choses à faire et j'ai des idées. On a par exemple un projet de loi qui a été proposé par le sénateur LR Ronan Le Gleut, qui a été approuvé à l'unanimité au Sénat, qui a été renvoyé donc à l'Assemblée nationale, ou qui a été envoyé à l'Assemblée nationale pour être étudié, qui est donc un sujet extrêmement intéressant puisque c'est un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles, d'événements politiques majeurs ou de crises sanitaires graves. Et c'est un fonds qui, dans son texte, permet très rapidement de débloquer des crédits. Quand je dis très rapidement, c'est sur une petite vingtaine de jours. Ce texte est toujours à l'arrêt. Donc, dès que je serai élu, bien évidemment, pour pouvoir aider nos compatriotes à obtenir ces aides, je ferai le nécessaire pour inscrire ce projet de loi aux travaux de l'Assemblée nationale. Et puis après, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites, notamment permettre à nos compatriotes d'être reconnus et de ne pas être traités comme des compatriotes de 2e ou 3e niveau lorsqu'ils font des démarches auprès des autorités aussi bien autonomes en Espagne que le gouvernement national. Vous avez aujourd'hui des jeunes diplômés qui ont besoin d'une validation, d'une homologation de leur diplôme obtenu en France pour pouvoir exercer leur métier et qui attendent depuis 4 ans. Et pendant ce temps-là, ils travaillent malheureusement chez Burger King à vendre des hamburgers. Il n'y a absolument aucune raison qu'un jeune vénézuélien ou un jeune qui provienne d'ailleurs ait sa reconnaissance de son diplôme pratiquement immédiate et que les jeunes Français qui proviennent de l'Union européenne n'aient pas cette possibilité. Même chose avec l'obtention des titres et des cartes sanitaires. Vous avez des personnes qui se font passer devant elles par des non-communautaires qui se présentent aussi bien en Catalogne, en Andalousie ou à la Communauté de Madrid et qui obtiennent leur carte alors que nous, les Français, nous devons attendre et souscrire une assurance payante d'ici le début d'une activité professionnelle. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du travail à faire, bien évidemment, aussi sur la partie fiscalité où il faut retrouver une certaine homogénéisation entre les pratiques françaises et les pratiques espagnoles et portugaises. Enfin, il y a des sujets qui seront détaillés de ma part et aussi, bien évidemment,
avec mon suppléant Laurent Gotter, qui est le président du conseil consulaire du Portugal et qui est une personne qui connaît très bien les spécificités et les demandes de nos compatriotes du Portugal. Pour terminer, vous avez des premiers rendez-vous de campagne qui sont prévus, Christophe Sauget de Funès ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis déjà en Andalousie, donc je vais bien sûr me rapprocher des régions qui sont proches ici de Malaga. Et puis après, on a un programme complet de visites dans tous les pays, dans les 4 pays, et puis surtout auprès de nos compatriotes. Vous savez, moi, pendant toute la crise Covid, pendant toutes mes 5 années de mandat en tant que consul honoraire, mon téléphone personnel était publié sur les réseaux sociaux. On recevait 14 000 mails par an, on recevait 5 000 visites. J'ai vraiment été très disponible et il suffit de regarder les indices de satisfaction et les commentaires qu'on avait sur Google Maps. Vous le verrez et les électeurs le verront. Et je vais continuer ainsi. Et ça, c'est bien évidemment se rapprocher de nos électeurs, d'échanger avec eux et de pouvoir leur expliquer d'une manière très concrète ce que je vais faire. Très bien, donc on l'a compris, un candidat avec un très gros carnet d'adresses et qui veut être au plus proche des Français expatriés au Portugal, en Espagne, en Andorre et à Monaco. Merci à vous, bonne campagne. Merci infiniment, à très bientôt. Et l'actualité continue sur nos antennes et les Français.press interrogera prochainement d'autres candidates et candidats qui participeront, qui seront de cette élection législative partielle pour la 5e circonscription des Français de l'étranger, dont la date n'est pas encore connue et la période de campagne pas encore ouverte. Merci encore. Cette interview a été réalisée par lesfrançais.press.